François Blais, analyste dans le secteur de l'énergie depuis le milieu des années 90. Ce projet de loi-là, donc, met en scène une accélération de la production d'électricité pour des quantités sans précédent dans l'histoire d'Hydro-Québec. Ce dont il s'agit, c'est d'augmenter la capacité d'électricité ou la quantité d'électricité disponible de 33 % sur un horizon d'à peine plus qu'une décennie par rapport à ce qu'on consomme au total aujourd'hui. Il n'y aura pas de croissance de la consommation d'une telle rapidité équivalente, là. Il faudrait que notre consommation totale d'électricité augmente de 56 TWh en 11 ans, à toute fin pratique, selon le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec, alors qu'elle a augmenté au cours des 2 dernières décennies de 13 TWh au total. Donc, c'est un rythme qui sera à peu près 8 fois plus rapide, qui impliquerait des investissements annuels de l'ordre de 15 milliards de dollars par année, plutôt qu'une moyenne de 4,5 milliards que Hydro-Québec dépensait bon an, mal an jusqu'à aujourd'hui, et qui impliquerait des investissements totaux de 180 milliards de dollars sur 11-12 ans. La valeur totale d'Hydro-Québec aujourd'hui, c'est 95 milliards. Imaginez. Alors donc, pour mettre ça en proportion, il y a juste un terme, c'est pharaonique pour qualifier l'ampleur de ça. Mais évidemment, la valeur de cette production additionnelle-là, au coût de production d'aujourd'hui, un coût marginal de 10-11 cents croissant, indexé-là au taux que vous voudrez pour les années suivantes, ça implique des sommes astronomiques qui en fait, ne serait pas en soi un problème si on évitait une dépense équivalente en termes de réduction d'usage de produits pétroliers. Mais comme cette réduction-là, les moyens ne sont pas pris pour qu'elle s'avère, ne serait-ce qu'elle soit amorcée, bien, le risque financier va exploser, en fait, et se retrouver sur le dos de la collectivité via les tarifs d'électricité. Ce qui en soi aussi est une aberration d'un point de vue des principes économiques, puisqu'on ferait porter à la forme d'énergie propre qu'on veut favoriser les coûts occasionnés par l'usage d'énergie sale dont on prétend vouloir se débarrasser, sans le faire véritablement. Ce projet de loi-là, sous prétexte d'une décarbonation qui ne s'avérera pas, parce qu'il n'y a aucun dispositif en ce moment là, contraignant qui nous permette de conclure que la décarbonation va s'amorcer avec des objectifs. Ce projet de loi-là prend prétexte d'une décarbonation alléguée pour paver la voie à une accélération sans précédent de l'investissement privé, dans de beaucoup plus grandes proportions privées, dans le développement de la production d'électricité au Québec, pour disposer de quantités d'électricité qui, si on ne décarbone pas, si on n'abandonne pas de litres de produits pétroliers ou de mètres cubes de gaz naturel, va être destiné à autre chose, on l'espère, bien que le risque financier de tout ce développement-là, c'est les tarifs d'électricité de la collectivité qui va le supporter. Alors, si notre croissance réelle d'électricité n'augmente pas à un rythme équivalent aux ajouts de production, quel sera le plan B? Comment va-t-on récupérer des coûts qui auront été engagés sans en contrepartie que collectivement on bénéficie de coûts évités par une réduction au moins équivalente de notre usage de produits pétroliers? En fait, le gouvernement lui-même n'a pas de plan de décarbonation. Il n'a pas de plan, un dispositif assorti d'objectifs de réduction à des échéances déterminées, avec obligation de suivi, mécanisme de reddition de compte. Il n'y a rien de ça. Alors, pas de plan pour la décarbonation, pour sa mise en œuvre, pas de plan financier non plus pour la transition énergétique de la part du gouvernement. C'est le plan d'action, d'expansion d'Hydro-Québec, de la production de l'électricité, et le cadre financier qui repose sur le mécanisme habituel de prélèvement des revenus disponibles à même les tarifs d'électricité de la collectivité. Autrement dit, le plan d'action prévoit les investissements, le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec met en scène une croissance appréhendée des besoins qui correspond exactement à l'augmentation de la production visée par le plan d'action. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est les tarifs de la collectivité qui vont devoir
assumer tous ces coûts de production-là additionnels au fur et à mesure où les projets seront mis en opération, que cette croissance-là s'avère des besoins et de la consommation se concrétise, s'avère ou pas. Alors donc, quand on estime à, disons, 6 % d'augmentation tarifaire par année pendant au moins 12 ans pour des augmentations cumulatives de 75 % ce que les répercussions tarifaires de ces investissements-là, ça, c'est à condition que les volumes d'électricité totaux augmentent dans les proportions visées par le plan d'approvisionnement. Si ça augmente 2 fois moins, bien, il faudra récupérer ces investissements et ces coûts additionnels-là sur des moins gros volumes d'électricité avec un impact tarifaire nécessairement plus élevé. C'est donc le moins pire des scénarios que d'en venir à la conclusion que ces investissements-là occasionneraient des augmentations cumulatives de l'ordre de 65 à 75 % minimalement sur un horizon de 12 ans. Une grande relance accélérée de la production de l'électricité, donc une fuite en avant productiviste et une déréglementation, je devrais dire une libéralisation et une privatisation croissante de tout l'espace qui entoure le rôle déjà exercé par Hydro-Québec. Donc, beaucoup plus grande participation de capitaux et de partenaires privés dans la propriété et l'exploitation des équipements de production et possiblement même dans la propriété et l'exploitation de certaines des nouvelles lignes de transport qui sont envisagées. Un précédent a déjà été créé là-dessus. C'est sûr que la poursuite de la production, là, avec ces proportions démentielles-là qui sont annoncées, pourrait pour un certain temps se concentrer sur le développement de parcs éoliens de grande envergure avec toutes sortes d'autres problématiques environnementales puis d'occupation du territoire là, et d'équité sur le plan des modes de financement qui sont envisagés, en fait, toutes filières confondues. Mais donc, dans l'immédiat, outre le fait qu'Hydro-Québec prévoit et devrait rééquiper en puissance ces barrages existants pour éviter quelques nouveaux aménagements physiques sur des cours d'eau qui ne le sont pas encore ou des parties de cours d'eau qui ne sont pas encore. Donc, il y a un potentiel de 2000 MW là. Il y a probablement au minimum la détermination du côté d'Hydro-Québec aussi de développer au moins un grand projet à réserve pompée. Où est-ce qu'il se situera, on ne sait pas, mais par définition, c'est un projet qui a un impact sur l'usage des forces hydrauliques qui est beaucoup plus localisé où qu'il soit installé là, par rapport à l'ensemble du harnachement d'un cours d'eau majeur, par exemple. Donc, les projets hydrauliques ne sont pas nécessairement au-delà de ce projet de réserve ce projet de centrale à réserve pompée et le suréquipement de barrages existants pour 2000 MW. Le développement immédiat se dirige plus vers le secteur éolien, mais il reste que ce projet de loi-là élargit la possibilité de développement de petits barrages jusqu'à hauteur de 100 MW privés, par le privé, plutôt que 50 MW. Donc, nécessairement, il y a plein de petits seuils secondaires d'une grande valeur environnementale qui risquent de devenir intéressants pour de la production de puissance additionnelle au fil de l'eau par le privé. Et puis, ça exclut aucunement non plus que Hydro-Québec entreprenne ou vise le harnachement de plusieurs des seuils d'un prochain grand cours d'eau comme Petit-Mécatina ou d'autres. Alors donc, évidemment, les quelques grandes rivières qui ont une valeur patrimoniale exceptionnelle, pas juste pour le Québec, mais même à l'échelle mondiale, parce qu'il y en a très peu, bien, ils sont aussi potentiellement dans la mire d'un développement accéléré dans de telles proportions, là. Il n'y a rien qui en est exclu. Ça ouvre la possibilité soit que Hydro-Québec cède des équipements sous-exploités ou inexploités qui existent à des producteurs privés, ou qu'Hydro-Québec cède des droits de harnachement sur différents emplacements secondaires de cours d'eau qui sont déjà ou pas déjà harnachés pour de la production jusqu'à concurrence de 100 MW. Si on en additionne quelques-uns, ça finit par faire plusieurs centaines de mégawatts de production hydraulique au secteur privé, oui, additionnel potentiellement. Puis ça n'exclut pas non plus qu'Hydro-Québec garde
dans son portefeuille de projets de façon plus ou moins prioritaire à court moyen terme, au moins 1 ou 2 grands projets d'harnachement de cours d'eau additionnels. C'est sûr qu'ils ne renoncent pas à tout pour autant, là, du côté du développement hydroélectrique. C'est tellement d'énergie additionnelle et de puissance additionnelle, 8-9 000 mégawatts de plus, jusqu'à 60 TWh de production d'énergie additionnelle sur une base annuelle d'ici 12 ans. C'est énorme. Hydro-Québec nous présente ce projet d'investissement éolien, ce premier grand projet d'investissement conjoint éolien-là, comme si il présentait le très grand avantage de ramener dans le giron public le développement du secteur éolien qui a été laissé au privé depuis un quart de siècle. Ce n'est que partiellement vrai, parce que Hydro-Québec nous annonce du même souffle et de l'autre coin de la bouche que ça va être justement un nouveau test pour un partenariat, le nouveau modèle de partenariat financier qu'ils importent par isomorphisme du modèle qui a été mis en place par les producteurs privés et leur regroupement, la QPR, depuis 25 ans. Alors en fait, non seulement ce n'est que partiellement qu'Hydro-Québec reprend l'initiative de la propriété et de l'exploitation, il cède aussitôt et il met en scène le nouveau modèle de partenariat financier avec les Premières Nations, avec des municipalités, avec des MRC, qu'il prétend promouvoir désormais. Mais encore là, c'est une question d'abord extrêmement délicate politiquement parce qu'elle est cadenassée sous la vertu de la réconciliation avec les Premières Nations, sous la vertu du développement régional, sous la vertu des besoins réels et légitimes d'oxygène financier dont nos régions ont besoin pour diversifier leur économie. Mais encore là, ça ne justifie aucunement le morcellement de la propriété et de l'exploitation des ressources énergétiques dans l'espace public, puisqu'on pourrait tout à fait au contraire, et ce serait bien plus conséquent et responsable, choisir d'adopter des mécanismes de compensation financière ou de redistribution financière en vertu de règles d'application universelles qui ne donnent pas lieu à un monnayage du consentement des communautés locales. Donc, on pourrait, par exemple, une proposition initialement formulée par une stagiaire de la Fondation Rivière il y a déjà près de 20 ans, créer un Fonds national de développement des régions qui serait alimenté par Hydro-Québec statutairement à hauteur de 15 ou 20 de ses bénéfices annuels, dans lequel 500, 600, 800 millions de dollars de ressources financières seraient injectées annuellement et qui seraient destinées en vertu de règles de répartition établies collectivement à alimenter justement la diversification économique et donner de l'oxygène économique pour investir dans les régions éloignées. Ce qui nous éviterait de placer les arbitrages en termes de priorité du développement énergétique à la remorque d'un monnayage et d'un petit patronage perpétuel. En fait, ça aurait le très grand avantage, une approche comme cela, d'empêcher toute forme de manipulation pour des considérations politiques opportunistes de l'affectation des ressources financières qui est mise au service de notre développement énergétique. Je pense que c'est une proposition qui, si on avait le moindrement de stature politique de l'un ou l'autre des partis d'opposition, devrait être véhiculée à l'Assemblée nationale du Québec, parce qu'elle résoudrait de grandes problématiques d'équité sociale et d'hygiène démocratique aussi. Ça voudrait dire beaucoup d'ambitions financières qui sont attisées par les possibilités multiples de partenariats financiers avec des partenaires privés et des capitaux privés qui ne viendront pas nécessairement du Québec. Et donc, ça voudrait dire beaucoup d'ambitions additionnelles quant à l'occupation et l'usage du territoire à des fins de production énergétique par toutes sortes de communautés qui sont des bénéficiaires désignés a priori de l'exploitation de ces ressources-là selon les nouveaux modèles de partenariat. Il faut se rendre compte que cette dynamique-là
vient court-circuiter une prise en compte équilibrée des préoccupations environnementales, sociales et économiques, dans la mesure où, à partir du moment où on désigne une communauté locale, une MRC, une Première Nation comme copropriétaire et co-bénéficiaire de l'exploitation des ressources, bien, on a tellement attisé l'appétit financier que les autres considérations sont marginalisées et le débat relatif à l'acceptabilité sociale des projets est réduit au seul consentement des communautés locales dont on fait des partenaires financiers et des bénéficiaires a priori. Et donc, c'est toute la mécanique démocratique de prise de décision en fonction de l'intérêt commun plutôt qu'en fonction d'ambitions financières particulières. Là, je dis d'intérêt particulier parce que c'est pas nécessairement privé, ça peut être communautaire aussi. C'est toute cette dynamique-là qui est remise en question. On sort effectivement d'un régime hérité de la nationalisation où nos ressources financières, par le biais de nos tarifs d'électricité, étaient mises en commun et le bénéfice de toutes les décisions prises, de la propriété collective, de l'usage collectif, des arbitrages collectifs qu'on faisait, le bénéfice de toutes ces activités-là, par l'entremise de notre société d'État et de son actionnariat gouvernemental, était remis collectivement en vertu du même principe de redistribution universelle. Là, on va maintenir le mécanisme d'alimentation financière basé sur la ponction via les tarifs de la collectivité, mais on va redistribuer sélectivement à des partenaires financiers désignés, des partenaires du développement, une partie des bénéfices de cette exploitation, de cette propriété-là, désormais. Donc, il y a une privatisation d'une partie des bénéfices générés par tout ce qui est financé collectivement via nos tarifs. Donc, on se fait voler. Il y a un détournement de la rente de notre investissement collectif, oui, vers des intérêts privés ou des intérêts particuliers. Effectivement, c'est exactement ça. C'est la confiscation d'une partie de la rente sur notre investissement, de la rente hydraulique ou énergétique, là, plus largement, issue de notre investissement collectif vers des intérêts privés. Les citoyens en général, via leur regroupement, quelle que soit la nature, doivent faire valoir leur point de vue dans l'espace démocratique, serait-ce via les médias interposés, serait-ce via les trois partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale, par tous les canaux d'influence où ils peuvent exercer un rapport de force. On ne peut pas amorcer une transition énergétique sans un dispositif formel qui nous garantisse qu'on va commencer à réduire les quantités de pétrole et de gaz qu'on consomme. C'est la condition de départ. Il va y avoir une majorité d'intervenants en commission parlementaire, que le ministre Fitzgibbon soit là ou pas, qui vont déambuler pour énoncer des considérations générales sans rentrer dans un examen trop approfondi, puis qui essentiellement vont se tenter de souligner quelques éléments qui sont inconfortables pour eux, mais surtout mettre l'accent sur ceux qui veulent en fonction de leurs intérêts sectoriels respectifs. C'est ce qui est prévisible, qui n'est pas très différent de ce qui se passe habituellement, mais il va y avoir une minorité d'intervenants qui vont avoir fouillé le projet de loi, qui vont avoir évalué ses conséquences, sa portée, et qui vont prendre des positions beaucoup plus élaborées, beaucoup plus approfondies, beaucoup plus critiques et beaucoup plus dures. Et il va y avoir un très grand clivage en termes de contenu d'intervention. Et ces intervenants-là, sociaux, environnementaux, syndicaux, leur seul espoir d'un changement législatif, d'un changement de cap législatif significatif, c'est d'influencer soit les partis d'opposition, soit l'opinion publique par diffusion médiatique interposée. C'est ma lecture du déroulement prochain et de l'évolution des facteurs qui vont déterminer comment le rapport de force va évoluer. Alors, ce n'est pas le processus parlementaire comme tel qui nous offre quelque garantie que ce soit. Malheureusement, on ne peut pas jouer la chaise vide. Il
faut quand même aller dire publiquement ce qu'on a à dire. Il faut créer un maximum d'inconfort, il faut soulever un maximum de questions fondamentales qui n'ont pas été débattues en temps opportun, ni correctement, ni en profondeur, ni dans un contexte de débat public approprié avant l'élaboration de ce projet de loi-là, de toute façon. Et revendiquer la mise sur la glace ou l'abandon pur et simple de ce projet de loi-là et la tenue d'un débat démocratique sérieux qui est déjà revendiqué depuis presque 2 ans par à peu près tous les acteurs concernés de la société civile. C'est ça qui s'en vient de façon immédiate. Après ça, bien, compte tenu de l'annonce qu'on a apprise aujourd'hui même de la démission du ministre Fitzgibbon, bien, on est face à un gouvernement grandement fragilisé et puis les rapports de force viennent de changer radicalement.